revient à un Américain du nom de Raymond Aron, qui a pour la première fois utilisé ce terme. Mais il a été plus popularisé par l'article du journaliste toujours américain Walter Lippmann. Donc ce terme est utilisé pour caractériser une situation de conflit à la fois idéologique, économique, technique et même parfois militaire qui existait entre le camp occidental et le camp oriental, dirigé successivement par les États-Unis et par l'URSS. La question qui se pose généralement, les origines de la guerre froide, il faut la ramener au programme de terminal. Parce que la question de la guerre froide est liée aux conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Donc, après 1945, jusqu'à nos jours, jusqu'aux années 1990. Donc, c'est dans cette question-là dans cet espace-temps-là que la guerre froide a été introduite. Cependant, les élèves, dans un souci chaque fois de vouloir coller à un sujet, remontent trop loin. N'oubliez pas, quand on vous pose une question en histoire comme en géographie, le caractère spatio-temporel joue un rôle très très important dans la réponse. D'abord, savoir limiter le sujet dans le temps et dans l'espace. Donc, quand on vous pose la guerre froide, on vous parle généralement de la guerre froide dans une certaine fourchette de temps. Mais la question de la guerre froide en terminale concerne uniquement l'après-seconde guerre mondiale jusqu'aux années 90. Bien que si on revient à la guerre froide, elle remonte à plus longtemps, depuis la Première Guerre mondiale, depuis la révolution bolchevique. Parce qu'à l'époque, les Américains avaient déjà envoyé avec leurs alliés français et anglais des soldats pour combattre la révolution bolchevique. Donc si vous revenez à cette période-là, vous serez dans la guerre froide, mais vous ne répondrez pas à la consigne. Parce que la consigne nous ramène à quelle période? À la période 1945-1990. Donc le cadre spatio-temporel est assez important. Donc dans cette fourchette concernée par la consigne, ce qu'il faut noter, c'est que la guerre froide vient dans un contexte d'après-guerre. Dans l'après-guerre, c'était marqué non seulement par la peur, par la méfiance, mais également par une certaine surexcitation liée à l'adrénaline qu'a causé ces 6 années de terreur, de 1939 à 1945. Tous les pays concernés étaient sur le pied de guerre. Les soldats étaient encore fraîchement revenus du front, donc avaient encore le sang bouillant. Les dirigeants avaient en tête de montrer leur prise en main de leur population, donc de montrer leur valeur. Et c'est dans ce contexte-là que la guerre froide est apparue. Et comment elle est apparue? Qu'est-ce qui en est la cause? La première origine de la guerre froide, dans cette après-guerre, c'est durant même la Deuxième Guerre mondiale. Parce que lors de la conférence de Téhéran, les trois grands s'étaient réunis en camarades, entente cordiale, ont discuté et ont trouvé des solutions pour vaincre l'Allemagne. En 1945, il y avait eu la conférence de Yalta en Crimée en URSS. Donc cette conférence était le lieu. La victoire était imminente, donc durant cette conférence, il fallait régler le problème de l'après-guerre pour éviter de tomber dans les travers de la conférence du traité de Versailles qui a abouti à la Seconde Guerre mondiale. Il fallait coûte que coûte éviter une troisième guerre mondiale à l'humanité, parce que cette deuxième guerre mondiale a été suffisamment désastreuse. Donc durant la conférence de Yalta, plusieurs mesures avaient été édictées. J'en ferai l'économie de certaines, par souci de temps, mais je reviendrai sur les plus importantes qui ont un lien direct avec la Seconde Guerre mondiale, avec la guerre froide plutôt. Donc durant cette conférence de Yalta, il y a des déclarations qui ont été faites concernant l'Europe libérée. Tous les pays européens qui ont été libérés du joug de l'Allemagne devaient bénéficier d'un certain statut, principalement la non-ingérence des puissances dans les affaires intérieures de ces États, et enfin, l'organisation d'élections libres et transparentes dans tous ces États. Et ce sont ces deux questions-là qui vont être à l'origine de l'éclatement de la guerre froide. Comment? Premièrement, la notion de démocratie en URSS n'est pas comprise de la même manière qu'aux États-Unis. Nous avons ici une démocratie populaire en URSS et une démocratie libérale aux États-Unis. Donc ils sont adeptes du libéralisme, en URSS ils sont adeptes du communisme. Ici c'est la propriété privée des moyens de production, ici c'est la communautarisation des moyens de production. Donc la manière de concevoir la démocratie n'est pas la même. Ainsi, l'URSS a fait poser de tout son poids pour que dans les pays qui ont été libérés, on puisse y installer des régimes communistes.
Staline disait dans son discours au message au Parti communiste qui était venu en URSS, dans un gouvernement d'union nationale, les communistes doivent prendre tous les postes stratégiques. Quand tu contrôles un poste stratégique dans un gouvernement, tu contrôles le gouvernement. C'est ainsi que les Américains ayant vu cette situation aboutir au coup de Prague, les communistes à Prague en Tchécoslovaquie ont pris le pouvoir en faisant un coup de force. Et ayant peur que cette situation ne se produise en Allemagne, où la situation est beaucoup plus sensible, parce que vous vous souvenez que l'Allemagne a été divisée en 4 parties, les 4 zones, dans les 4D, la zone américaine, la zone anglaise, la zone française et la zone russe. Mais également, la capitale allemande qui est Berlin a été divisée en 4 zones, où il y a encore la présence de toutes les 4 puissances. Cependant, le fait particulier de cette situation, c'est que la capitale allemande de Berlin se trouve au cœur de la partie soviétique. Ce qui fait que les Occidentaux ont un pied au cœur de l'Empire soviétique, donc du côté rouge, côté communiste. Et craignant un coup de force soviétique comme ce qui s'est passé à Prague, ils décident de regrouper leurs zones en formant la trizone, comme on appelle la République fédérale allemande. Staline considère que cela est une violation de la conférence de Yalta, comme les Américains considéraient que le coup de force de Staline en Tchécoslovaquie est une violation de la conférence de Yalta. Les dés sont jetés. Maintenant, tous les deux camps se regardent en chien de faïence, en ennemis. Chacun voulant contrôler le maximum de territoire, d'avoir le maximum de zones d'influence. Ainsi, en 1946, quand Winston Churchill, Premier ministre anglais, a été invité aux États-Unis par le président Truman, habitant en Europe, il était plus conscient de la situation que les Américains. Parce que les Américains voyaient toujours en l'URSS cet allié qui nous a permis de vaincre l'Allemagne et le Japon. Winston Churchill, habitant en Europe, a vu la situation, la réalité de la situation, et a tenu son fameux discours à Fulton, dans le Missouri, où il disait de Stettin à Trieste, un mur, un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe, et par-delà toutes les capitales de l'Europe occidentale, qui tombent sur une dictature et sur la sphère soviétique. À l'époque, le discours a été très mal accueilli aux États-Unis parce que les Américains, l'opinion américaine considérait que Staline était encore un allié et ce discours de Churchill était violent envers cet allié-là. On a reproché au président Truman d'avoir invité Churchill qui est venu pour accuser un allié des Américains dans le territoire même des Américains. Cependant, quelques mois plus tard, l'ambassadeur américain George Kennan, qui était à Moscou, en poste à Moscou, qui sera plus tard ministre des Affaires étrangères des États-Unis, a envoyé un télégramme confirmant ce que Winston Churchill a dit en 1946. Donc l'opinion américaine commence à comprendre le double jeu de Staline, qui paraissait comme un allié, mais qui manœuvrait en douce pour évincer les Américains de l'Europe et étendre sa sphère d'influence. À partir de cette période, quand les Américains ont eu conscience de la situation, il fallait trouver une parade. Parce que sinon, si le communisme parvient à s'emparer de toute l'Europe, elle finira par s'emparer des États-Unis. Donc il fallait freiner le communisme avant que cela n'arrive aux États-Unis. Et dans ce cas-là, le président Truman lui-même a porté un discours où il développe sa théorie pour contenir le communisme, la théorie du containment ou de l'endiguement. C'est ce qu'on appelle plus tard sous le nom de doctrine Truman. Et cette doctrine Truman s'échelonne sur plusieurs plans. Nous avons d'abord la politique du containment. Parce que Truman et les Américains considèrent que le communisme ne peut prospérer partout quelque part où il y a la richesse. Selon eux, le communisme se nourrit de la misère des populations pour les convaincre de venir sur son bord. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait lutter contre cette misère des populations. Et pour ce faire, ils ont mis en place le plan Marshall. Une aide financière de plusieurs dizaines de milliards qui sera donnée aux pays européens pour qu'ils puissent se reconstruire, relancer leur économie et donc sortir les populations de la pauvreté et de la même manière les éloigner du communisme. Ce plan sera élaboré par George Marshall, un général de l'armée,
Mais également, ce plan est accompagné par plusieurs phases. Après, le communisme est devenu un crime aux États-Unis. Dès que le plan Marshall a commencé à être élaboré, le communisme est devenu un crime aux États-Unis. Joseph McCarthy, le sénateur du Wisconsin, a même voté une loi qui faisait que tous les communistes qui étaient aux États-Unis étaient traqués et emprisonnés. Cette doctrine qu'on appelle le McCarthyisme. Après, pour se prémunir, puisque le McCarthyisme, sur un plan économique, on a protégé, rien ne dit que l'Union soviétique, qui possède la plus grande armée au monde, ne peut pas envahir ces pays européens. Sur un plan économique, on a verrouillé avec le plan Marshall, mais sur le plan militaire, il y avait un problème. Il y avait une fenêtre que l'URSS pouvait utiliser, la force. Pour barrer ce chemin-là également, les États-Unis vont signer avec les Européens un traité militaire, qui est l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui stipule une assistance mutuelle entre tous ces pays-là. En cas d'agression de l'URSS contre un des pays membres, c'est comme si l'agression portait contre tous les autres pays qui se devaient de défendre leurs alliés. Et donc les Américains ont fait un grand pas vers la consolidation de leur emprise sur ces États européens. Également, craignant que les Américains ne dépassent les frontières de l'Est et ne viennent dans leur sphère d'influence, les Soviétiques contre-attaquent. Ils créent en outre, de leur côté, le Cominform. Le Cominform qui est un organe de liaison, qui permettait à l'Union soviétique, donc à Staline, de contrôler tous les partis communistes de tous les autres pays européens. Et c'est d'ailleurs à travers le Cominform qu'il donnait les directives aux différents partis communistes, qui entretenaient les grèves des ouvriers. C'est pourquoi dans les années 50, dans les années 60, les grèves dans les pays européens ont été très violentes et souvent réprimées dans le sang. Parce que c'était des soubassements de la guerre froide. Staline utilisait le mouvement ouvrier pour perturber les démocraties occidentales, et les démocraties occidentales utilisaient l'armée pour réprimer les ouvriers. Donc on était dans un certain équilibre de la terreur, à une petite échelle. Après le Cominform, ils vont créer, pour pouvoir également que leur pays ne quitte pas la sphère soviétique pour aller vers la sphère américaine, à cause du plan Marshall, ils ont créé la KM, le Comité d'assistance économique mutuelle, qui permettait à l'Union soviétique, qui était un très grand pays agricole, qui fournissait du blé à tous ces pays-là qui étaient touchés par la famine. Donc nous avons la KM. Et après la KM, il y a une autre doctrine qui va être développée par opposition à la doctrine Truman, qu'on appelle la doctrine Ivanov, du soviétique Andrei Alexandrovitch Ivanov, qui considère le camp occidental comme un camp impérialiste, liberticide et antidémocratique, alors que eux, soviétiques, camp de l'Est communiste, travaillant pour le socialisme, constituent un camp anti-impérialiste, démocratique et libertaire, où les libertés sont garanties. Donc encore une fois, ce qui permet de montrer que la conception de la liberté, de la démocratie et du développement n'est pas la même chose en Union soviétique et en URSS. Donc quand la conférence de Yalta stipulait le développement économique dans tous les États, le développement économique tel que pensé par les soviétiques n'est pas le développement économique tel que pensé par les Américains. Ce qui pose qu'il y a une ouvrière. Et par rapport à cette situation où nous avons deux camps, chaque camp va former de son côté un bloc. Nous allons avoir non seulement deux pays qui se font face, mais nous allons avoir deux pays et leurs satellites qui se font face. Et ce face-à-face-là va donner lieu à des oppositions sur tous les domaines, idéologiques, politiques, économiques et militaires. Mais l'opposition militaire ne s'est jamais passée directement, elle s'est passée par pays interposés. Entre ces deux pays-là, comme on disait, la paix était impossible. Parce que tous ces pays-là ne pouvaient être d'accord parce qu'ils n'avaient pas les mêmes conceptions, n'avaient pas les mêmes visions, n'avaient pas les mêmes aspirations. Mais également, la guerre était improbable. Parce que chacun de ces pays-là avait une puissance destructrice qui pouvait mettre fin à toute l'humanité en une fraction de seconde. Donc, déclencher une guerre serait l'ordre du suicide collectif. C'est pourquoi on résume la guerre froide en ces deux termes. Paix impossible, guerre improbable. Après la formation de ces blocs maintenant, il va y avoir des évolutions. La guerre froide va se manifester de différentes manières et sous différents fronts. Et je m'en vais m'arrêter là, parce que cette question sera débattue par M. Silla, qui va vous expliquer plus clairement les manifestations de la guerre froide. Merci beaucoup. Tout à fait, il y a déjà parlé donc des origines jusqu'à la formation des blocs, si vous suivez bien. Donc il y a deux camps qui sont là, un camp donc occidental et un camp soviétique.
dirigé par l'URSS, ici là les États-Unis. Ça veut dire que donc ce qu'il faudra au préalable essayer de voir ici, c'est que chaque leader va faire en sorte que tous les autres alliés qui sont derrière lui soient conformes donc à la politique qu'il va essayer de mettre en place. Et ça c'est la particularité aussi de la guerre froide. Alors, comme il a montré, c'est une guerre froide qui n'est jamais donc aussi froide, il faut le dire clairement, mais qui se traduit aussi par des tensions. La guerre est par moments chaude, et la guerre chaude se traduit par un affrontement indirect entre les deux au niveau européen. Et justement, avant le plan Marshall, il y avait un communisme qui avait du vent en poupe et qui progressait un peu au niveau de la Grèce. Et lorsque le plan Marshall a été mis en place, c'est comme si on a un peu freiné l'expansionnisme du communisme en Europe. Parce qu'à partir de l'entrée en vigueur du plan Marshall, il n'y a presque aucun autre pays européen qui a rejoint le camp de l'Est. Et ça, c'est une réussite donc, du plan Marshall. Et ça, c'est aussi une réussite donc, de la politique américaine mise en place au niveau de l'Europe. Néanmoins, c'est une guerre froide qui va se manifester en Europe dans le cas de la Grèce. Le coup de Prague, il en a déjà parlé. La première crise de Berlin, donc c'est ce qu'on appelle la crise du blocus de Berlin, initiée bien sûr par Staline. Donc on a vu la suite et qui va conduire un peu à la division de l'Allemagne en deux territoires, la RFA dans le bloc de l'Ouest et la RDA, République démocratique allemande, dans le bloc de l'Est. Maintenant, après avoir un peu freiné, si vous voulez bien, l'expansionnisme au communisme en Europe, c'est un peu le communisme qui va essayer de progresser donc, en Asie. Et là, c'est au niveau de la Chine que le communisme va faire des prouesses avec la victoire de Mao Zedong, donc avec la proclamation de la République populaire de Chine, 1949. Et cette victoire des communistes chinois va avoir un effet domino, un effet d'enchaînement en Asie. Et du coup, on va essayer aussi donc d'envahir les Nord-Coréens, vont essayer donc d'envahir aussi la Corée du Sud. Et c'est un an après la victoire de Mao Zedong, donc le déclenchement de la guerre de Corée. Donc il faudra essayer considérer comme étant un conflit par pays interposé ou un conflit indirect entre Américains et Soviétiques, soutien américain au sud, soutien soviétique au nord. Hein. Et sans oublier bien sûr donc la guerre de décolonisation. M. Diom l'a tout à l'heure signalé quand il parle un peu des insuffisances de l'ONU. Nous avons vu les États-Unis, donc véritablement dans le conflit indo-chinois, la France qui, malgré donc, étant un signataire donc, de la Charte des Nations Unies, n'a pas en réalité respecté ce principe donc, de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais qui malheureusement est intervenu donc, véritablement en Indochine. Et donc du côté américain, on a vu véritablement les États-Unis qui, au lieu de condamner la France, ont été véritablement donc un soutien de la France parce que tout simplement l'enjeu est autre. L'enjeu c'est quoi? C'était donc véritablement d'appliquer la doctrine Truman au niveau asiatique, fait en sorte que le communisme ne progresse point, donc au niveau de l'Asie aussi. Mais est-ce que tel qu'on l'a freiné en Europe, est-ce qu'on parviendra alors à freiner donc le communisme, si vous voulez bien, donc au niveau véritablement de l'Asie? Et c'est pas toujours les mêmes réalités et les régions ne sont pas forcément les mêmes, etc. Et les réalités aussi sont différentes. Donc nous avons ces quelques crises-là. D'abord la Corée, les crises au niveau de l'Europe, surtout le blocus de Berlin, 1948, et surtout en Asie, donc la crise donc, de Corée, la guerre de Corée entre le Nord et le Sud, donc sans oublier les autres, etc. Mais à partir d'un certain moment, la guerre, les tensions vont s'estomper et on va aller vers un apaisement. Et cet apaisement-là, c'est ce qu'on appelle le dégel, donc si vous voulez bien, la coexistence pacifique, parce que tout simplement, donc la situation va évoluer sensiblement. L'Amérique qui était toute puissante depuis 1945 avec l'arme atomique expérimentée sous Truman avant la conférence de Potsdam, etc. Cette Amérique-là donc a vu véritablement l'URSS,
lui ravir la vedette donc, de l'arme atomique, c'est-à-dire qu'en 1949, donc l'URSS véritablement sera à la parité nucléaire avec les États-Unis, et ça c'est une donne essentielle dans cette période donc, de coexistence pacifique qui va obliger les deux grands véritablement à atténuer un peu les tensions et à aller vers véritablement donc, un certain compromis donc, qui consiste un peu à taire les tensions. Il y a aussi d'autres éléments qui vont jouer pendant la période et qui vont amener les deux grands à observer une certaine coexistence. Et il y a, si vous voulez bien, l'homme rideau, l'homme d'acier soviétique va disparaître. Joseph Staline n'est plus en vie, il est décédé. Donc du côté, sur les biens américains également, donc celui-là qui ne veut pas en réalité négocier avec les soviétiques, je suis fatigué de vous pomponner comme des enfants, alors là, celui-là aussi, il va être, donc il va céder la présidence à Eisenhower. Et donc véritablement, Eisenhower va essayer de mettre en place une politique donc, qui va être un peu différente de la politique de Truman, c'est le rollback, et qui n'exclut pas en réalité une intervention militaire, mais en cas de force majeure. Mais il faut aussi associer donc véritablement la dissuasion nucléaire donc à une tentative de négociation, et c'est cela véritablement donc qui va être prôné par l'administration Eisenhower. N'oubliez pas qu'il a été général avant de devenir président, donc il connaît bien l'art de la guerre, d'accord. Et du côté soviétique aussi, Khrouchtchev qui va arriver, donc Khrouchtchev va essayer de rompre avec la façon de faire de Joseph Staline. C'est d'abord donc le 20e congrès du PECUS qui va être un peu véritablement donc une certaine dénonciation des crimes de Joseph Staline, et donc qui va aussi encourager certaines démocraties populaires à essayer véritablement donc de se libérer du joug soviétique. Donc il s'agit des révoltes au niveau de la Hongrie qui vont véritablement se faire sentir. Nous avons aussi véritablement au niveau de la RDA, les ouvriers ont commencé à manifester depuis 1953 pour essayer véritablement de se libérer un peu du joug de la domination soviétique, alors que dans le cas de la Yougoslavie, il y avait déjà une rupture entre Joseph Broz et Joseph Staline, etc. Donc voilà un peu ces facteurs-là qui ont conduit, si vous voulez bien, à cette coexistence pacifique, mais une coexistence pacifique aussi qui va se traduire sur le terrain, parce que je vous ai toujours dit, et les élèves ont déjà cela en tête, qu'un fait historique, il est toujours dû à quelque chose. Le fait historique doit se manifester et le fait historique doit aboutir à quelque chose. Et quand vous évoquez un peu la coexistence pacifique, il faut savoir le pourquoi de la coexistence pacifique. Il faut essayer de voir pourquoi parle-t-on de la coexistence pacifique. Il est facile de parler d'apaisement entre Américains et Soviétiques sans preuve à l'appui, etc. Et donc cette coexistence pacifique-là, est-ce que ça va perdurer? Est-ce que ça va aboutir à la fin de la bipolarisation du monde? Non, elle va être perturbée par le retour bien sûr de la tension. Et c'est donc la deuxième crise de Berlin donc, qui va coïncider avec la construction bien sûr du mur de Berlin. Nous sommes en 1961 et surtout la deuxième grave crise qui va un peu frôler, donc qui va amener l'humanité à frôler une troisième guerre mondiale, mis à part la guerre de Corée. Donc c'est la crise des fusées de Cuba. Nous sommes en 1962, mais qui a débuté bien sûr depuis la révolution de Fidel Castro de 1959. Et tout cela, donc c'est une période d'apaisement qui a été perturbée par le retour de la tension autour de ces crises. Et après ces crises-là, nous allons vers une autre période d'apaisement. Donc c'est la période, si vous voulez bien, donc de la détente et de façon ramassée. Voilà en gros ce qu'il faudra essayer de retenir en attendant bien sûr les participations et les contributions des uns et des autres. Sans tarder, je vais vous passer la parole à M. Diop qui va parler un peu de la détente et de la question de la guerre froide en Afrique. Vous avez la parole, M. Diop. Alors, comme il l'a si bien dit, la guerre froide, son début présenté par M. Ndiaye, la guerre froide dans ses manifestations, en Europe d'abord, et la guerre froide dans ses manifestations en Asie. Et que donc, de toutes ces manifestations, la guerre froide dans ces périodes de tension apaisée, la coexistence pacifique, en termes créés par Khrouchtchev, Nikita Khrouchtchev, et qui voudrait donc montrer qu'en même temps qu'il y ait une suite logique de ces idéologies, alors dans cette démarche d'expansion du communisme et dans cette démarche d'expansion du capitalisme, alors les deux camps, tout un chacun peut ne pas faire la guerre à l'autre et ne pas encourager des actions violentes de guerre,
tout en gardant, n'est-ce pas, son idéologie, tout en exportant sa doctrine. Et c'est pourquoi il considère que les démarches de Staline étaient violentes et donc n'ont plus de place dans ce monde nouveau où les idées peuvent convaincre, où les actions peuvent maintenant, de façon très claire, montrer jusqu'où on devait aller, on pouvait aller et de quel système répondait mieux aux aspirations des populations. Et par là, il invite ses opposants, en l'occurrence le général Eisenhower, arrivé au pouvoir et qui avait promis aux États-Unis, une fois élu, il va apaiser les tensions, promesse qu'il a faite. Heureusement que Nikita Khrouchtchev, qui l'a précédé en 1953 déjà, était sur cette logique de paix. Mais la différence sur le thème, c'est ce que sera la partie dans laquelle nous allons intervenir, entre détente et coexistence pacifique, il n'y a qu'un pas à franchir. C'est-à-dire que dans la détente, les choses sont beaucoup plus formelles que dans la coexistence pacifique. Dans la coexistence pacifique, c'est une volonté. Plusieurs événements, la mort de Staline, l'émergence du tiers-monde, n'est-ce pas? La question des crises au sein des blocs, avec, comme il l'a dit tout à l'heure, les Imre Nagy, n'est-ce pas? En Hongrie également, et la question au niveau de la Chine, les crises entre les alliés, va faire que la course vers la guerre sera stoppée. Et il y a une volonté qui rime avec des conditions qui n'étaient plus favorables à une guerre. Mais c'était une théorie et tout le monde avait accepté d'y aller, d'accepter d'expansionner ses idéaux, n'est-ce pas, de chercher le maximum de collaborateurs au-delà même des sphères de l'Asie, donc de l'Europe, même en Afrique. Mais c'était théorique. La coexistence pacifique, elle était théorique, elle n'est pas formelle. C'est pourquoi, après ces échecs, manifestés par les événements de Berlin, la deuxième crise de Berlin, arrivée suite à des événements, donc Berlin-Est, Berlin-Ouest, occupés respectivement par les capitalistes et les communistes, Berlin-Ouest pro-capitaliste, dépasse rapidement Berlin-Est dans le cadre de la course vers l'industrialisation. Berlin-Ouest, qui est beaucoup plus industrialisé que Berlin-Est, offre beaucoup plus d'avantages. Les populations de Berlin-Est migrent vers Berlin-Ouest pour chercher à améliorer leurs conditions de travail et par là leurs conditions de vie. Ce qui fait que les Berlinois de l'Est attirent l'attention de l'endiguement du communisme à Berlin par des Berlinois eux-mêmes qui migrent de façon volontaire vers l'Est pour chercher de meilleures conditions. Ce qui était une insulte pour la communauté communiste. Ce qui a amené l'érection du mur de Berlin pour empêcher cette forte migration et qui déshonore le compagnonnage entre les communistes et Berlin-Est. Alors, ça a failli déboucher sur une guerre, c'est une grande crise. Celle de Cuba également a failli bouleverser le monde et a failli entraîner même une troisième guerre mondiale. Donc, vous voyez l'aspect non formel de la coexistence pacifique. Et c'est pourquoi, après ces événements-là, de Berlin-Ouest, de deuxième crise de Berlin et de Cuba, il fallait penser à la paix autrement qu'avec la coexistence pacifique. Et il faut signer des accords. Il faut signer des accords. Et c'est ce que nous avons appelé détente. C'est la période pendant laquelle, de 1963 jusqu'à 1975, les deux parties alors, vont signer beaucoup d'accords. Beaucoup d'accords respectés, vont se rendre visite, vont dépasser des éléments qui pouvaient permettre d'aller beaucoup vers une paix. Et c'est ce que nous avons appelé détente. Le témoignage patent, c'est quoi? C'est la création du téléphone rose, 1964, entre les États-Unis et Moscou. Washington est directement lié à Moscou par une ligne téléphonique. Et ce téléphone ne sonne que pour un danger. C'est pourquoi l'appellation de téléphone rose. Et donc, quel que soit, n'est-ce pas, les conditions dans lesquelles se trouve le président, il est tenu de décrocher, puisque c'est un danger. Ou son allié direct décroche, parce que si le téléphone sonne, c'est un problème qu'il faut régler, vaille que vaille. Alors que les conventions signées voudraient que les questions soient résolues, comme les questions de conflit ne peuvent pas manquer, alors qu'elles soient résolues sans pour autant user la guerre par la guerre, sans pour autant armer une partie pour faire la guerre à une autre partie, mais appeler les deux parties à négocier. Et le meilleur moyen, c'est de pouvoir s'entendre sans entrave, sans contrainte, d'où l'importance du téléphone rouge. C'est également aussi des visites. Walter Ulbricht de Berlin-Est, de Berlin-Ouest va séjourner, n'est-ce pas, au niveau donc des camps de communistes.
des camps capitalistes. Tout comme également, Konrad Adenauer de Berlin-Ouest va donc collaborer pour la première fois avec les communistes en tant que pro-capitalistes, pro-américains. Ça aussi se matérialise par des accords signés en 1967 sur la prolifération, la non-nucléarisation des fonds, n'est-ce pas, l'occupation ou l'utilisation pacifique de l'espace en 1968, des accords signés, l'accord SALT 1 1972, accord sur la stratégie de limitation des armes à destruction, puisque si les armes ne sont pas limitées, si les armes arrivent aux mains des États faibles qui jusqu'ici ont perdu des guerres quelquefois, des États faibles qui jusqu'ici ont une dent contre un autre État par oppression, alors il peut y avoir de rebondissements et il peut y avoir également de guerre encore une fois pendant que nous sommes dans la recherche de la paix. C'est pourquoi ces accords également ont été signés pour empêcher, quels que soient vos rapports entre pays, quelle que soit votre amitié, de ne pas permettre aux États qui n'avaient pas accédé à la bombe atomique, aux États qui n'avaient pas accédé à ces armes donc destruction, d'y accéder. Puisque donc les empêcher d'accéder à ces armes, c'est également participer à la paix. C'est également participer à la paix. Donc la détente, ce sont des accords signés. En 1978 aussi, ils ont signé un autre accord, considérant que les accords SALT 1 ont été donc d'une faible réception. Ils ont signé des accords SALT 2, deuxième stratégie pour limitation des armes à destruction. Alors tout cela, nous allons considérer ça comme la détente. Mieux, les chefs d'État, Nikita Khrouchtchev lui-même, il va séjourner aux États-Unis. Il va aller aux États-Unis. Il va rencontrer Kennedy. Il va participer, n'est-ce pas, à la résolution de la paix par son image, en montrant à l'opinion internationale que nous qui sommes, n'est-ce pas, les soubassements de ce conflit idéologique, nous parlons, nous nous rencontrons et nous discutons. À quoi maintenant vous attendez, vous en tant qu'alliés? Allez-vous faire la paix tout en gardant votre idéologie? Allez-vous faire la paix tout en gardant votre idéologie? Mais malheureusement, comme la coexistence pacifique a eu des failles et des limites, alors également la détente aura des limites. Puisque en 1979, l'URSS, n'est-ce pas, alors va obtenir un autre format d'armes que nous allons appeler les Persing, n'est-ce pas, le SS-20, les fusées de haute portée. Puisque jusqu'à la guerre de Cuba, l'URSS n'avait pas des fusées de haute portée. L'URSS n'avait que des fusées à moyenne portée. Et d'où l'intérêt de Khrouchtchev d'installer des missiles à Cuba pour pouvoir atteindre Washington. Parce que les missiles qui étaient installés au niveau de la Turquie, quel que soit, avaient des portées d'atteindre le Kremlin. Mais il n'y avait pas cet équilibre. D'où cette recherche acharnée, ce maillage pour aider Fidel Castro, donc dans son combat contre les Américains. Nikita Khrouchtchev a fait preuve de collaborateur. En réalité, Nikita Khrouchtchev a donc profité d'une occasion pour résoudre un déséquilibre en installant des missiles de moyenne portée à Cuba, mais qui pouvaient atteindre Washington. Mais en 1979, avec les fusées SS-20, on pouvait atteindre n'importe quel pays capitaliste dans le monde, partout, quelle que soit la distance avec ce pays. Et c'est ce que les Américains ont compris, surtout dans le cadre de la mission Apollo de la NASA. Les recherches de la NASA vont dès 1983 mettre en place un dispositif opposé, n'est-ce pas, ce que nous avons appelé les Persing. Persing 1 d'abord, ensuite Persing 2. Ce qui va aussi rééquilibrer, mais qui a failli entraîner encore le monde dans une guerre nucléaire. Alors que cette guerre allait être beaucoup plus même dangereuse que celle qui pouvait arriver à Berlin, dans la deuxième crise de Berlin, celle qui pouvait arriver même dans l'île de Cuba. Et donc, il y a aussi l'intervention des États-Unis dans la même année au niveau donc de l'Afghanistan. Au niveau de l'Afghanistan, en 1979, au niveau de l'Afghanistan, il y a un groupe révolutionnaire des Moudjahidines, donc les Moudjahidines sont contre le communisme. Alors, l'URSS intervient pour les contraindre, parce que le communisme donc, était déjà installé alors dans l'Afghanistan. Les Américains en ont profité également dans le cadre de la lutte pour le contrôle du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Les États-Unis en ont profité pour organiser une révolution contre ces communistes en 1979. Ils sont intervenus au niveau de l'Afghanistan, ce qui a amené véritablement à relever encore la crise
Donc la détente a des limites. La détente a des limites. Et c'est en cette période même que va s'illustrer Ben Laden. Osama Ben Laden faisait partie des groupes dissidents qui, du côté des Américains, devaient contraindre la montée du communisme en Afghanistan et qui, après le retrait des Américains en 1989, n'est-ce pas, Ben Laden va consolider une armée et va créer ce que nous avons appelé l'Al-Qaïda. Un mouvement dissident, un mouvement n'est-ce pas, pro-arabe, du pan-arabisme, du pan-islamisme, et qui est contre l'Occident, qui combat contre l'Occident, qui utilise le terrorisme, n'est-ce pas, les massacres, qui utilise également les sabotages et les kamikazes. Les kamikazes. Et qui serait même à l'origine du Wall Street, donc la crise du Wall Street en 2000, en septembre 2001. Donc la destruction donc, de la bourse américaine, le Wall Street, ce que nous avons appelé l'attentat du 11 septembre. Tout ça, c'est grâce à l'équipement que les Américains eux-mêmes, pourtant, ont cédé la technique de guerre, la technique de fabrique de ces bombes à moindre portée, que les Américains ont permis donc aux Afghanistan, ont permis aux troupes conduites par Osama Ben Laden et compagnie, Mohamed Omar. Et ça va consolider des périodes de tension encore dans le monde, surtout au Moyen-Orient. Donc dans la détente, parlons du Moyen-Orient, mais parlons aussi de l'Afrique, puisque l'Afrique qui jusqu'ici n'était pas touchée par la guerre froide, en raison de son non-indépendance. Pourquoi? Puisque jusqu'en 1960, presque il n'y avait aucun État africain indépendant, sinon la Guinée en 1958. Alors, à la veille des indépendances, les États africains qui devaient s'affirmer, qui ont eu à avoir leur indépendance, devaient choisir, conformément au principe de l'ONU, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de disposer les formes de gouvernement qui leur conviennent, conformément à leur culture et à leur tradition. Alors ces États devaient former des gouvernements. Les États-Unis, le bloc donc, de l'Est, le bloc de l'Ouest en ont profité dans le cadre de l'appui pour la décolonisation des puissances, des superpuissances États-Unis, URSS, ONU. Alors, elles vont en profiter maintenant, chacun, pour essayer de séduire au mieux les États nouvellement indépendants d'Afrique. Et ce qui va pousser à la guerre froide, on va déployer la guerre froide en Afrique à partir des années 1960. Mais en Afrique de l'Ouest, non, en Afrique du Sud non plus. L'essentiel donc de ces manifestations de la guerre froide en Afrique sont à loger au niveau de l'Afrique centrale et un peu vers l'Est. Parlons de l'Angola, un peu le Zambie, mais surtout le Cameroun. Le cas le plus illustrant, c'est le cas du Congo, Congo-Brazzaville, le Congo de Léopold II, après son accession à l'indépendance en 1960, avec la question du Katanga, une enclave donc au niveau du Congo très riche, avec des mines d'or, du diamant et toutes les ressources minières. Le Congo de Léopold II avait voulu maintenir cette richesse de cette enclave de Katanga, mais s'est opposé par rapport, n'est-ce pas, aux nationalistes de Patrice Lumumba, qui s'est opposé à ce projet de maintien de cette enclave dans l'influence belge, et qui s'est opposé. Elle est incapable de résoudre cette question. Alors qu'elle a été saisie l'ONU, Lumumba va intervenir et demander le soutien à l'Union soviétique. Une fois l'Union soviétique soutient Lumumba, alors que la Belgique est alliée de la France et des États-Unis, vous comprenez la suite. Et il y a la guerre froide, c'est bien manifesté avec des tirs, des massacres, des pertes humaines au niveau du Congo dans cette période-là. Oui, ça va suite jusqu'à maintenant l'assassinat de Lumumba, n'est-ce pas, jusqu'à également l'assassinat du président, même le président Joseph Kasavubu va perdre le pouvoir, puisque les Belges lui ont poussé à expulser et à essayer de tuer Lumumba, chose qu'ils ont fait, chose qu'ils ont réussi. Mais au même moment, Mobutu va renverser le pouvoir et prendre le pouvoir jusqu'en 1979. En 1979, lui aussi il sera assassiné, il sera remplacé par la famille Kabila, père, Kabila, fils. Donc la guerre froide s'est bien déployée en Afrique. Dans le cadre de l'Afrique toujours, une fois le communisme a tenté de s'installer au niveau du Congo, le communisme va essayer de s'étendre à travers les États voisins, dont le Cameroun par exemple. L'UPC, une branche dissidente, qui est donc une opposition rebelle au niveau du Cameroun, a été soutenue par le Congo, qui les accueillait en cas d'attaque du Cameroun pour essayer de mettre fin à ce mouvement rebelle qui voulait installer le communisme au Cameroun. Au même moment,
le Cameroun a eu à avoir des difficultés diplomatiques, des problèmes avec le Congo pour avoir, n'est-ce pas, accueilli dans son territoire des rebelles qui menacent la sécurité des Camerounais. Et ça a fait qu'ils ont même suspendu leurs relations diplomatiques. Les relations diplomatiques étaient suspendues entre le Cameroun, n'est-ce pas, et le Congo pour avoir appuyé la rébellion communiste de l'UPC contre le gouvernement camerounais. Et il y a aussi une manifestation de la guerre froide toujours en Afrique, au niveau de l'Angola, dans l'indépendance de l'Angola, une colonie lusophone qui accède à l'indépendance donc aux années 1975. Les dernières colonies à obtenir l'indépendance, dans cette colonie, il y avait une guerre entre l'UNITA, n'est-ce pas, le MPLA, et il y a également, donc, on soutient le FNLA, on soutient donc du FNLA et de l'UNITA par les États-Unis, donc, qui vont finalement, les communistes donc, seront défaits malgré le soutien de l'URSS, malgré le soutien de la Chine. Finalement, alors les capitalistes vont gagner la guerre et que donc Jonas Savimbi, ne voulant pas reconnaître cela, va se replier et va créer une rébellion. Jusqu'en 2002, quand il décède, c'est en cette période que maintenant l'Angola sera unifiée. Et qu'il y a un gouvernement d'union, les rebelles ont été intégrés dans le gouvernement et ce qui a apaisé les tensions. Bref, la guerre froide s'est bel et bien manifestée en Afrique. Mais les périodes pendant lesquelles la guerre froide s'est manifestée en Afrique ne coïncident pas avec les points chauds de la guerre froide. Les périodes où il y a plus de tensions dans la guerre froide, l'Afrique n'était pas encore indépendante. Alors c'est pour cela que je voudrais m'arrêter là, dans ces brefs mots, pour encore céder le micro à Nissé le doyen pour qu'il intervienne dans les dernières lignes de la guerre froide, de l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev, les réformes soviétiques jusqu'à la fin de la guerre froide. Je vous remercie.